sais pas c'est qui a filmé ça, quoi. T'avais jamais vu ces images? Non, j'ai jamais vu ces images. C'est ouf. La casse de dit, elle est en option, de bâtard. Non, mais là, c'est ouf. C'est ouf. Parce que cette cassette, c'est dingue. Putain, nique sa mère, elle a cramé. Ah ouais, là, tu m'as tué. Là, tu m'as tué. Je me suis retrouvé comme un enfant, tu vois, qui regardait les vidéos de l'époque. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre mes mots et aller faire un petit métro pour me détendre. Waouh, je sais pas où t'as chopé ça. Ça m'a remis le sourire. Je sais pas si je vais, tu vois, si mon sourire, je vais réussir à le... Qu'est-ce que ça t'évoque en regardant ça? Ah, mais toute l'histoire du graffiti, du vandal. On est des vandales, quoi. On est des salisseurs. Le graffiti vandal, c'est l'essence même de ce qu'est le graffiti. C'est interdit, ça n'a pas de sens, mais c'est ce qui me plaît, quoi. C'est certainement la discipline la plus respectée. C'est la liberté, faire ce qu'on veut, no break, no rules. C'est un mélange de peur, d'adrénaline, d'excitation, donc tu joues avec ça. Tu joues aussi à te faire peur quand tu fais du graffiti. C'est des trucs dangereux, c'est illégal, c'est interdit par la loi. Tu ne fais pas que pour la beauté du résultat, tu essayes de mélanger un peu tout ça, et c'est ça qui est beau dans le graffiti. Le vandalisme, c'est pas forcément casser, c'est élaborer quelque chose de propre, de construit, dans un hors-cadre. Logique, pour nous. Seiya, c'est un groupe d'amis, au point de vue local, et à l'international, c'est une internationale de graffiti. On va dire, dans le point commun, c'est un certain style. C'est des lettres géantes, principalement en chrome, avec un contour, les plus grosses possibles, les plus stylisées possibles, pour pouvoir impacter avec visuellement le plus de frappe. Ils sont nuls, ces IA, quoi. Je connais pas. C'est les mecs les plus nuls du monde. Déjà, c'était moche à l'époque, mais qu'est-ce que c'est moche aujourd'hui? Faut pas le prendre ça, hein, c'est une phase. Ils vont la prendre, merde. Alors les UV, eux, leur style, il n'y avait carrément pas de style. C'est-à-dire que c'était un peu du grand n'importe quoi. C'est un style quoi, qu'on a développé sur plein d'années, quoi. Alors, les UV, c'était un groupe qui était principalement un groupe pur vandal. Ça, pour nous, c'est incompréhensible. Ça rime à rien. Ce qui est sûr, c'est que je cherche pas la technique. Ça, j'ai jamais cherché la technique. Ça m'intéresse pas, en fait, c'est pas ce qui me parle. Moi, ce qui me parle, c'est plus le côté spontané, quoi, en fait, de la peinture. On se prend pas la tête, mec. Tu sors tes bombes, tu traces, tu remplis avec des couleurs moches si possible, du marron. Et c'est ça qui est beau, en fait, quoi. Si c'est pour aller saloper de la bombe et la vider bêtement, je vois pas l'intérêt. Il y a plus de force à chercher l'énergie et la spontanéité dans une peinture qu'à chercher la technique, en fait. C'est deux mondes complètement différents. Moi, je me souviens même qu'il y avait des mecs qui disaient « Putain, mais ces mecs-là, ils peignent de la main gauche. » Bah ouais, si tu veux, quoi. Mais bah non. Punchline. Si on peignait comme ça, c'est qu'on le faisait exprès, on savait ce qu'on voulait faire, et tant mieux si ça vous choque. Ah, vous savez que c'est super crade vers chez vous, il y a plein de trucs partout, hein. Plein de fois partout. De la merde, quoi. Je te laisse finir ta clope, Robin. Ah. Je m'appelle Robin, je suis connu dans le graffiti sous le nom de Shadow et de Site. J'ai fait partie de plusieurs groupes, dont les UV, originaires d'Herblay, dans le Val d'Oise. J'ai fait du graffiti pendant 10 ans, de 89 à 2001. De manière assez intensive, quasiment presque professionnelle, complètement passionné, bousillé par ce truc-là.
Mes parents ont toujours su ce que je faisais. On s'est beaucoup parlé. Tu vois, il n'y avait pas d'interdit. Ils savaient que je sortais du cadre, mais au moins ils étaient au courant de ce que je faisais. Moi, j'ai toujours été très observateur. Donc, j'ai toujours observé des graffitis qui n'étaient pas du graphe, en fait. Des slogans politiques, des trucs liés aux cultures musicales, hard rock, skin, punk. Et en fait, il y a un petit jeune du quartier avec qui je me fais copain, qui m'invite chez lui un samedi après-midi. Il me met dans les mains Ce Beau Art et Street Art. Et je découvre ses bouquins et je me prends une grosse claque, en fait, quoi. Il y a cette photo qui est magnifique, où t'as un mec qui court sur le toit des métros. Et celle-là, je me souviens que celle-ci, elle m'a vraiment marqué parce que ça représente la liberté, en fait. Ça me donne de la force, ça me donne envie, en fait, quoi. Je me dis, pouah, ça bouge, il se passe des trucs. Le déclic dans le graffiti, pour moi, ça a vraiment été le visionnage de Envoyé spécial, un reportage qui date de 90. Dernier volet de ce magazine, les taggeurs. J'entends déjà certains qui hurlent au vandalisme et d'autres qui crient au génie. Même si ça vous dépasse, accrochez-vous et dites-vous simplement que c'est peut-être l'une des formes de culture de cette fin de siècle. Tout le monde avait l'info, tout le monde attendait. Les graffeurs, on attendait tous ce truc, quoi. Paris couvert de tags, Paris massacré, retourné, cartonné, comme disent les taggeurs. André sur son scooter, les 93 MC qui font un train. Quelques minutes suffisent au 93 MTM. Dans l'entrepôt désert de la SNCF, ils repeignent le RER à leur couleur. Il faut que le 93 MTM soit partout et qui cartonne tout, quoi. Et voilà, c'est ça le style, quoi. On croyait les jeunes gavés de télé, abrutis par le top 50, et les voilà qui prennent les armes. Bombes et marqueurs en vendent partout. On va vous expliquer quelques vocabulaires. Le flop, c'est des lettres flop, quoi, des boules. C'est plutôt rond, un peu gros, quoi. Il y a le bottom, c'est les lettres carrées, quoi. Là, je fais des bottoms, c'est des lettres carrées, tu vois. Je coupe dedans ce que je veux. Non, mais franchement, le reportage, il est mythique. C'est du pur plaisir, quoi. C'est de l'adrénaline pure. Enfin, là, t'es sur ton fauteuil, Ils taguent sans relâche depuis 8 ans. Pour la RATP, c'est l'ennemi public numéro 1. Fils de bonne famille, il est devenu voyou, juste par amour des 5 lettres de son nom. B-A-N-D-O. Bando préfère aujourd'hui rester dans l'ombre. Et voilà, l'important c'est qu'on voit mon mur, pas moi. Une fois qu'on commence, c'est fini, quoi. Genre, c'est plus possible d'arrêter. Bando, c'était le king. Bando, c'était le king de son époque. Dans les années 80, jusqu'au début des années 90, le mec est partout dans la rue. Très franchement, en termes de ce que nous, on aimait, c'était le meilleur. Pur style de lettres, très américain, très new-yorkais. C'est quelqu'un de propre et qui va faire un nombre de graphes incalculable. En termes de volume, je crois qu'il n'y a rien qui pouvait battre Bando et son équipe. Et pour moi, Bando, c'est un des premiers, c'est un précurseur. Ça a été une révélation pour beaucoup et il a insufflé l'envie de peindre à énormément de writers dans Paris. Je te laisse t'asseoir. Ouais. Tu me regardes et puis tu te présentes. Je m'appelle Philippe Lehmann. Putain, attends, j'ai pas vu le fil. Ah merde. Excuse-moi. Tiens, si tu peux le remettre dans ta poche. Merci, Philippe. Alors, je m'appelle Philippe Lehmann. J'étais un des premiers à commencer les graffitis en Europe, en France, et je taguais Bando. Ma mère habitait à Paris, donc quand on est à Paris, j'étais au lycée en France, mais mon père habitait à New York. Donc depuis tout petit, j'allais prendre les vacances d'été à New York pour voir mon père. Et je voyais toujours des graffitis partout, mais je savais pas. J'adorais ça, c'était vraiment stylé, mais je savais pas exactement ce que c'était. Enfin, je comprenais que c'était des gens qui écrivaient leur nom, machin, mais je comprenais pas trop le délire. Et un jour, j'ai eu la chance de rencontrer BR.
vers 167. Lui, il m'a expliqué ce que c'était, comment il fallait s'entraîner, comment il fallait commencer, les règles du jeu, entre guillemets. Et après, je suis rentré en France, où il n'y avait aucun tag, pas de graffiti, machin. Mais je me suis dit, ouais, mortel. Et c'est parti de là, et j'ai pas arrêté, en fait. C'est rouge, c'est parti? Ouais, c'est parti là. Dans cette histoire de graffiti, j'ai toujours eu un coup d'avance. Parce que j'ai géré ça comme une guerre. Début 84, j'ai appris que le métro de Paris serait l'objet d'une attaque de graffiteurs en fin d'année pour que, de point ouvrez les guillemets, Paris devienne New York. Fermez les guillemets. Du point de vue de la RATP, c'était un vrai problème, ça. Moi, j'aurais été chef de la RATP, franchement, j'en aurais rien eu à foutre, quoi. Mais en essayant de l'arrêter ou ne pas essayant de l'arrêter, le résultat est le même. J'ai réuni une quinzaine de personnes, des médecins, des psychologues, des chimistes, pour poser la question « Comment gère-t-on les graffiteurs s'ils débarquent ?» Je sais ce qu'on va faire. Non, mais déjà, parle pas là pendant que ça enregistre, déjà, premièrement. Arrête d'être un con. Ouais. Il fallait savoir qui c'était et pourquoi ils faisaient ça. Donc il fallait, pour parler crûment, les infiltrer. Ça, je sais pas. Non, ça, je me rappelle pas. Tu te souviens pas? Non. Donc j'ai demandé à un cabinet de détectives privés de se charger de ce boulot, moyennant la rémunération qui allait bien. Monsieur, faut frotter dur. Ça dépend sur lesquels, oui. Ils ont vraiment pris ça super au sérieux, genre comme si on était des terroristes presque. Moi, je prends ça réellement comme un compliment parce que ça veut dire qu'on fait bien notre travail. Le résultat est arrivé, on les a identifiés. Tous, sans aucune exception, sont des enfants de familles éclatées. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui vivait dans une famille normale, papa, maman et les enfants. Non, ça c'est pas vrai, ça. Enfin, il y a eu plein de mecs qui font des tags, évidemment, qui sont issus de familles éclatées, machin, mais ça n'a absolument rien à voir avec le problème. Le ténor des ténors, le nommé Bondo, ayant ses parents, un à New York et l'autre à Sydney. Bon, je sais pas d'où c'est sorti, ça. Ça, c'est n'importe quoi. Donc, en fait, faire des graffitis, c'est un problème psychologique, d'isolement et de manque de reconnaissance de la personnalité de la part d'une famille. Quelques mois après, l'un de mes types a eu une idée, le DAG, dispositif anti-graffiti. Effectivement, ils ont développé un truc un peu graisseux, donc quand tu peignais dessus, en fait, la peinture accrochait pas. Ça, c'était l'arme absolue contre les graffitis, si vous voulez. C'était un truc, donc en fait, il fallait juste taguer autre part. Et donc, on a commencé à vraiment défoncer partout et à faire réellement encore plus de dégâts, parce que quand tu défonces sur un mur un peu poreux, machin, là, c'est vraiment galère à effacer. Donc, ça a arrêté les graffitis en quelques mois, grâce à cette invention. Vous aviez gagné la guerre? Pour moi, oui. Qui sème le vent récolte la tempête. La RATP en 91, elle a voulu jouer les malins là. Et ben voilà. Ça veut dire que les taggeurs maintenant, les taggeurs s'ils veulent s'y mettre, voilà. Ça veut dire qu'ils peuvent niquer la plus belle station de Paris. Ouais, ça c'était mortel, ça. Ils ont cartonné, c'est même pas la peine. Super stylé. Ils ont planté le drapeau sur la lune. C'est un symbole du vandalisme en fait, réellement. Et ça, c'était mortel. Madame, monsieur, bonsoir. 1er mai 1991, j'allume ma télé comme tout le monde. Les taggers ont frappé là où ça fait mal. Et aux informations, on parle que de ça. On les appelle des taggers. La station de métro Louvre L'une des plus belles de Paris a été victime la nuit dernière de taggers. La station Louvre a été vandalisée. Incroyable, jamais vu jusqu'à présent. La station entière souillée ou, selon les avis, embellie par un foisonnement de nuages multicolores que l'on nomme tag, bombage ou graffiti. Et les images sont choquantes, clairement, même pour un graffeur. Donc nous, c'est un choc apprécié, mais la station, elle est juste défoncée, quoi. La station Louvre était la plus belle du métro parisien. Maintenant, les taggers exposent à côté des reproductions de chefs-d'œuvre antiques sur les murs et sur les statues. Un mélange des genres qui ne plaît pas à tout le monde. Ils ont juste touché la France entière. Ils ont fait leur action pour choquer et ils ont réussi, quoi. Ce qui était plutôt intelligent parce que ça arrivait directement sur le musée le plus connu au monde. C'est l'histoire de France, ici,
Donc la plupart des Parisiens n'ont pas supporté. Ça, c'est coup de maître, génie. Tout d'un coup, ça a mis un énorme coup de projecteur sur ce qu'était le graffiti vandale. C'est épouvantable de laisser faire des choses pareilles. Je ne comprends pas pourquoi des gens veulent s'extérioriser en abîmant tout notre patrimoine. Tout en sachant que toutes les statues qu'il y a dans la station Louvre, c'est que du toc. C'est important de rappeler que c'est des copies, c'est pas des œuvres originales, évidemment. C'est pas la peine de faire le guignol, hein. On veut leur couper la tête. Moi j'ai dit on leur coupe les mains. On leur couper la tête. On leur donne des coups. Oui, on leur fout des chiens au cul. C'est comme un braquage qui passe aux infos. Ils s'étaient fait la pub la plus dingue du monde quand ils ont fait cette station. Ça va continuer, vous croyez? Oui, je sais pas, mais à mon avis, ils s'arrêteront pas comme ça, ils vont tout niquer là. Ils vont tout niquer en 91. Tu l'aurais fait toi à l'époque? Non, je pense pas. Non. Non, je pense pas, non. Non, j'aurais pas fait, parce que là, c'était aller au-devant des emmerdes, vraiment. D'ailleurs, ça a été très rapide, hein, parce que Ueno, on commence à parler de lui un an avant, et un an après, c'est terminé. Hein. C'était casse-prison terminé, parce que les mecs, ils ont été au trou quand même, hein, avec pour ça. Alors, chaque fois quand tu rentres, faut toucher le Jésus. Attention, c'est pas bien de peindre sur des métros. Franchement, je trouve ça stupide. Mais c'est notre délire, hein, tu vois. Il y en a, ils font des mots croisés, des trucs. Nous, on encule la RATP. Moi, 2 jours avant, je réunis tous les plus taggers actifs de Paris. Et là, ils baltringuent tous. Je dis, écoutez, moi, j'ai fait 2-3 nuits de repérage. Moi, je baltringue pas. Qui même me suivent. Et on a kiffé. On sait que ça va partir en couille. On sait ce qu'on fait. Mais là, tu vis vraiment un moment présent. Très agréable, d'ailleurs. Tu vois, c'est comme le sexe. C'est un moment où tu t'oublies. On fait des trucs stylés, quoi. Eux, ils nous imposent des affiches qu'on n'a pas voulu nous faire consommer, tout ça et tout, tu vois. Bah, nous, on impose notre art. Tu poses tes couilles sur la table, en l'occurrence sur les rails, et tu vas peindre des putains de métros. Le métro, c'est technique. Il y a la police, il y a un truc et tout, c'est chaud le métro. Ah, c'est chaud le métro, je vais faire une chanson. La top action en France dans le graphe, c'est le Louvre d'Oweno. Pour moi, c'est mémorable, c'est le best, quoi, en fait. En voyant ça, ça m'a décomplexé et je me dis, ouais, après, j'ai envie d'aller faire des graphes sur les voies ferrées vers chez moi, tu vois. En 91, tout le monde s'y met. Les petits, les grands, tous les lycées, tout le monde qui prend le métro peint. En 5e, je fais des tags sur mes cahiers, sur mes feuilles. En 4e, je passe plus dans la rue, sur le chemin du collège. T'as un marqueur ou une bombe, et tu t'écris ton nom. Et un samedi, j'ai essayé d'aller faire un métro tout seul. Et je me suis retrouvé devant le métro, il y avait des bruits. Il y avait des courants d'air, il y avait du vent, des trucs qui claquent, parce que c'était pas loin d'une station. En fait, je me suis pas senti. Je suis reparti, quoi. J'ai pas trop de bruit, j'étais pas assuré. J'étais pas bien, quoi. C'est la peur. On appelle ça la peur, je pense, quoi. Quand je fais mon premier train, il y a un mec de ma ville qui le voit. Ce mec-là, il s'appelle Fabien. En terminus, à la gare de Bois-Colombes, et il y a des graphes dessus, et je vois un shad, qui est un diminutif de shadow, en fait. Mon premier blaze, vraiment, c'est shadow. Shadow, c'est un peu long, donc j'avais compris que le mec faisait shad. Et je lui dis, j'ai vu ton train, il avait fait un train avec des potes, j'ai vu son train passer avec des graphes à lui. On se met à discuter et on sent qu'il y a une passion commune. On se connaît pas, mais on m'a dit que tu faisais shadow. Moi aussi, je fais du tag, je fais du graphe. Ah ouais, j'en mets. Oh, un truc de dingue. Enfin, tout de suite, il y a un truc, quoi. Et ça va être le début d'une très longue histoire.
but avec Fabien à cette époque-là, c'est de tout découvrir, d'aller dans le plus d'endroits possible. On est des gamins, on a une passion commune, on vit le truc, mais sans trop se poser de questions, je pense, quoi. On vit vraiment la passion. Nous sommes dans le plus grand poney de Paname. Nous sommes dans le plus grand poney de Paname. On va jusqu'en banlieue sud, jusqu'à Juvisy, pour aller dans des casses, parce qu'on a entendu que là-bas on pouvait peindre des trains, donc on peint des trains. Shadow? Oui, c'est moi. Dès qu'on peut, on laisse une trace, tu vois. La nuit, les mecs de la RATP, ils fermaient la station une fois que le service était fini. Et il y avait des espèces de grilles et il y avait une clé. La clé au 1101, c'est la clé qui permet d'accéder à pas mal de portes du métro. Cette clé-là était universelle. C'était la même clé pour toutes les grilles de toutes les stations du réseau. C'était un peu le Graal qu'il fallait avoir, tu en faisais une copie, tout le monde se le repassait pas. Il y a eu beaucoup en fait de mecs qui se sont procurés les clés, qui s'enferment dans les stations et qui payaient dans les stations. Moi, j'utilisais la 1101 pour frauder le métro, en fait. Quand les gens passaient au tourniquet, ils mettaient leur carte orange ou leur ticket au tourniquet. Moi, j'ouvrais la petite porte comme un agent RATP, sauf que j'étais un gamin de 14 ans, quoi. C'est bien des années après que j'ai demandé à des gens qui connaissaient un peu la RATP, j'ai dit mais pourquoi vous avez jamais changé ne serait-ce que les clés? Parce que si tout le monde les a, c'est pas la peine de se plaindre que les mecs ils viennent pour tout taguer la nuit. Et les types tout à fait honnêtement, m'ont dit mais changer les clés, ça coûterait tant de millions d'euros parce qu'il faut tout changer, les grilles, les machins, effacer les graffitis, ça nous coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Et donc ils ont laissé pendant des années les clés, tout simplement parce que c'était pas cher, quoi. C'est une clé qui permettait d'ouvrir énormément de portes dans la RATP, dont la ligne 7 bis. Des métros bleus vraiment à l'ancienne des années 90. On pousse le petit portillon jaune sur lequel il y a écrit descente interdite. On descend les 3 marches en métal et on est dans le tunnel, quoi. Et il suffit de longer le mur et on se retrouve derrière le métro. Et je me rappelle très bien sur le métro, sur la 7 bis, j'avais écrit « No rules for me and my posse ». Pas de règles pour moi et mon crew, quoi. Le support le plus compliqué à atteindre, c'est le métro. Parce que tout est en souterrain, c'est un réseau très souterrain et que les dépôts ne sont pas forcément visibles et accessibles. À cette époque-là, il n'y a pas Internet. Donc pour te renseigner sur les lignes de métro, t'as un truc, c'est d'aller voler des bouquins à la FNAC sur la RATP. T'as des plans, des bifurcations de là où il y a les dépôts. Donc tout ça, c'est plein d'accumulations potentielles d'informations sur le réseau que tu ne vois pas toi en tant qu'usager. Tu dis, ah ouais, d'accord, ici, il y a peut-être un atelier ou un dépôt. Allez hop, on va les repérer. Donc tu te perds un peu dans les rails et tu essaies de trouver l'entrée de ce truc-là. C'est une sorte de jeu en grandeur nature, tu vois. Les gens un peu observateurs, quand ils prennent le métro pour aller au boulot ou se balader, s'ils regardent un minimum par la fenêtre, ils s'aperçoivent que parfois la voie, elle dévie, elle part dans un autre tunnel. Et on ne sait pas où va ce tunnel. Bah, c'est ça qu'il faut faire. Quand tu es un graffeur, tu vas te balader dans tous ces tunnels qui partent sur le côté. Et avec un peu de chance, tu tombes sur des dépôts. Quand tu fais un dépôt, il faut que tu y rentres discrètement. À l'abri des caméras, si possible, soit des caméras qui sont en station, soit des caméras qui sont après dans les tunnels. Il faut faire gaffe aux infrarouges qui ont été mis progressivement, donc qui sont des barres, des systèmes d'alarme, tu vois, que tu peux détecter. Après, on pète cet endroit-là, quoi, et on se met à graffer. Oh, je filme tout. Ça filme. Mais filme, putain. Filme pour moi, je filme. Faut rentrer propre, sortir propre, et à l'intérieur faire du sale, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ça, défourrage. Défourrage à l'ancienne. Voilà, nous, on n'est pas les 132. Nous, on n'est pas des payés. Parti, ouais, gros, tu sais.
J'avais dit bonjour à la caméra. En fait, je crois que mon année de seconde, je réalise que ça me gonfle d'être en cours et que j'ai envie d'être me balader, quoi, en fait, quoi. Clairement, dans ma tête, j'arrête l'école pour ne faire que du graphe. Un jour, on est approché par une boîte de com qui nous propose d'aller faire des pochoirs pour la marque gauloise, qui a envie de faire du street marketing, donc de cibler essentiellement les jeunes, donc de cibler les collèges, les lycées, les bouches de métro, les endroits où il y a du passage. Est-ce que ça vous intéresse? Ouais, ok, c'est payé, combien? Ouais, c'est tant. Ok, c'est parti, on y va. Il y a un objectif qui est de faire un logo qui ressemble un petit peu au casque avec les ailettes, tout ça, tu vois. Fallait plus qu'il y ait de clopes à la télé, fallait plus qu'il y en ait à l'écran au cinéma, il me semble, des choses comme ça. Donc ils cherchaient à communiquer de façon un peu détournée. Tout ça est documenté parce que on devait prendre des photos et se filmer au caméscope à la caméra pour ramener une trace auprès de cette boîte de com qui le transmettait à Gauloise. Et du coup, avec cet argent de Gauloise, moi, je me suis acheté un ordinateur. Bon, voilà, nous, on a vu un moyen de se faire du pognon, tu vois, donc c'était rare. Et le fait qu'une industrie de la mort comme ça, comme Gauloise, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui avec du recul qui... C'est la guerre, quoi. Ouais, c'est rien d'étonnant, quoi. Industrie de la mort, oui, ouais, non. Moi, je fume pas, je suis pas fumeur, mais en fait, j'ai envie de dire, si les gens sont cons pour acheter un paquet de clopes avec un pochoir ou sans pochoir, de toute façon, ils sont cons, quoi. Ah, c'est lui, là. C'est lui, non? À cette époque-là, il y a un moment charnière, tu vois. C'est vraiment un truc qui va, je pense, nous souder vraiment tout ce groupe-là, comme vraiment une sorte de voyage un peu initiatique, tu vois. Il se passe un truc, quoi. On part à Rome. On prend le train de nuit qui va à Rome. Il y a tous les UV qui sont dans ce voyage. C'est le passage obligé de tous les graffeurs qui s'intéressent à la scène graffiti européenne. On est au camping, on fume des gros joints et on va faire des métros. Il faut savoir que Rome, à cette époque-là, c'est défoncé. Le métro, il est déchiré. Quand on débarque, on voit même des pièces qui datent de 1989 ou 90 qui sont encore intactes, en train de rouler 6 ans plus tard. Nous, on hallucine. On a vraiment l'impression d'être à New York, à quelques kilomètres de Paris. On reste une dizaine de jours, c'est complètement le bordel et on défonce tout. J'ai entendu un bruit là. On s'arrache quoi? Passe. Ah mais là on est horrible hein, par rapport aux gens là. Les gens de la rue là. Et on va vraiment faire du sale sur le métro italien, en mode parisien qui tague partout, qui graffe et tout, et on va marquer les esprits, même des Italiens qui nous en reparlent des années après, quoi. On fait plein de conneries, on se barre du camping sans payer, donc on déménage la nuit avec les tentes, on se réveille le matin à 500 mètres dans un champ entouré de moutons, et on va même ramener des embrouilles de là-bas. Ah, il faut chier, comme ça, On voit qu'il y a des graphes, des petits panels, donc des petits trucs de 2 mètres carrés, faits par des Français. Donc on a fait chacun notre wagon de haut en bas, des lettres énormes. Donc les petits panneaux de 2 mètres carrés, on les a repassés, quoi. On s'en bat les couilles, tu vois. Tu fais un gros truc, et le petit truc, il saute, quoi. Nous, il y avait une certaine hiérarchie, tu vois. Bon, eux l'ont mal pris.
Et donc du coup, quand on les a recroisés à Paris, ça a fait des histoires. Un jour, il va y avoir un énorme rendez-vous. Eux, ils vont venir à 20-30 et nous, on va venir aussi à une vingtaine pour en découdre, pour régler les comptes. Sauf que nous, à cette époque-là, on commençait déjà à traîner avec des gars un peu plus Kaira que les autres Goethe. C'est moi, si tu peux que c'est moi, Gigi. Ah, c'est parti en couille, quoi. Hein. Je m'appelle Aywan, E-Y-O-N-E. Réputation sulfureuse, je suis un peu la bête noire du graffiti. Ouais, t'es plus noir. Ouais. Comment ça, ils disent tous gros? C'est TPK. Ouais. Les TPK, bon ben, quand on nous voyait, les gens nous disaient ah non, pas eux. C'est crade, c'est sale. Nous, on avait toujours ce qu'on voulait. Quoi qu'il arrive, on pouvait être ultra violent, mais on pouvait être encore plus que ultra violent. Quand tu demandes des bombes à quelqu'un, il les a achetées et il n'a pas envie de te les donner. Donc au début, on était virulents, mais à la fin, si tu veux, les gens nous connaissaient comment on était. Donc ils nous voyaient arriver, ils déposaient les bombes et ils partaient. C'est parti mon frère. Ouais, ici c'est les TPK. C'est ça, à l'œuvre, regardez bien. Regardez bien vos races. Admirez. Tous les Kaoli, là. Tous les PD, là. Tous les fachos. Quand on arrivait, c'était coup de tête balayette. Si t'es pas content, c'est le couteau. Si tu es encore plus récalcitrant, c'est un coup de couteau. Si tu bronches, c'est le flingue. Et après, voilà, vaut mieux qu'on en reste là. Cassez-vous, putain. Je faisais pas de différence. En allant faire je sais pas quoi, peut-être braquer, peut-être je sais pas quoi, mais et faire du graffiti, bah pour moi c'était pareil. Au retour de Rome, c'est lors de cette grosse embrouille que débarquent les TPK. Toutes ces jeunes gardes qui étaient là en mode vraiment Kaira et qui savaient, qui avaient entendu parler qu'il y avait ce rendez-vous-là. L'événement qui rapproche les deux crews, c'est que les UV, ils étaient en difficulté par rapport à d'autres crews. Donc nous, on entend ça, cette histoire, donc on part directement là-bas. Ils sont venus en équipe, certains sont venus avec des trucs bizarres dans leur sac, on ne saura jamais trop. Et là, ça part en gifle, on les massacre, ça part en bagarre générale. Ils déboulent du métro, bam, bam, c'est toi, machin. Ils t'attrapent par les vœux, baf, ils tapent. Là, ça part en n'importe quoi. Après cette histoire, bon bah, nous les UV, on a les mêmes valeurs, les mêmes convictions, donc on décide de fusionner et de faire UVTPK, le crew quoi. Tu vois que ce qui se passe là, voilà, bah, c'est la merde. Mais regarde bien ta mère, qu'est-ce qui se passe, regarde bien. Bah, UVTPK, d'un coup, ça faisait
Si on doit parler du côté impressionnant, c'était beaucoup plus impressionnant UV-TPK que juste UV ou que juste TPK. D'un coup, ça double l'histoire. UV-TPK 9394, y'a quoi? KUV, c'est bien. Il y a beaucoup de crews qui ont pourri l'ambiance dans la manière où il y a eu beaucoup de dépouilles, il y a eu beaucoup de violences inutiles dans des endroits, par exemple dans des terrains, le mercredi après-midi ou le samedi après-midi. Ça nous est arrivé où ils faisaient les casse-couilles dans des terrains. Une fois, ça m'est arrivé au canal de l'Ourcq. Je sais plus si c'était pas à Bobigny ou canal de l'Ourcq, je sais plus si c'était là. On est en train de perdre une pièce et les mecs sont arrivés bourrés, machin, tout. Bon. Je tombe sur des graffeurs et du coup je prends leur appareil photo, je prends tout ce qu'il y a. Je me suis retrouvé face à un gars qui avait un couteau. Je me suis dit, ça sert à rien de prendre un coup de couteau pour ça. Et puis sur l'appareil photo, il restait encore des photos. Du coup, quand je vais développer les photos, je regarde un peu c'est qui à qui j'ai pris l'appareil. Et justement, j'ai trouvé Woody, un graphe CIA aussi. Je me retrouve avec ces photos et puis je les stocke, je les mets là. Je les mets là, elles sont là. Je te les montre si tu veux. Il y a un bon bottom à lui, même un wallcar. Et petit CIA, si tu le vois, tu pourras lui remettre. Je pense que ça lui fera plaisir. Ces photos, tu les as depuis combien de temps? 15, 20 ans. T'as quelque chose à lui dire? Que c'est un bon graffeur, que je l'apprécie. Et ce qui est fait, et maintenant on essaye de réparer ses erreurs en lui rendant quelques archives. Peace, bro. Voilà ce que je pourrais lui dire. C'est une première dans les annales judiciaires. Une soixantaine de taggeurs de toute la France comparaissent depuis ce matin devant le tribunal de Versailles pour des dégradations commises dans les transports en commun. Le préjudice s'est estimé à plus d'1,5 million d'euros. Un matin, toc toc toc, c'est la police, je me fais perquise. Et ensuite, 48 heures de garde à vue. C'est long, 48 heures. Ils disent, voilà, on a fait une enquête sur vous. Les mecs ont accumulé des preuves sur toi, ils vont te sortir tout au compte-gouttes. On sait que c'est toi, on sait que tu connais un tel, on sait que t'as fait ci, on sait que t'as fait ça. Le fait que des gens ont parlé sur toi. C'est ce film qui a permis aux policiers d'identifier en tout une dizaine de groupes de graffeurs et de taggeurs. À Paris, Lyon, Lille ou Marseille. Ils opéraient de nuit pour repeindre des rames de train, des bâtiments publics, des murs du métro et de la SNCF. Ils risquent aujourd'hui la prison. L'objectif de la police pendant cette enquête-là, c'était de récupérer les archives. Ils me disaient, ouais, où sont tes archives? Ils avaient compris que ça, c'était vraiment un aspect important pour nous, que c'était nos souvenirs. Et ils me disaient, toi, t'as des archives, t'as des cassettes, on les veut absolument. Et le fait de nous amputer de ça, bah, ils nous tuaient quelque part. Enfin, c'est ça, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, ils ont détruit des archives, quoi. Ils ont été jusqu'au bout de l'idée. Moi, en ce qui me concerne, ils ont pris chez moi 3000 photos, 2 boucles de négatifs complets avec vraiment des clichés uniques. Elles ont été en fait détruites par la police. C'est toute une mémoire qui a été effacée et c'est une mémoire qui ne sera jamais retrouvée. C'est une bibliothèque qui a brûlé, quoi. Non, mais je fume pas les têtes, là. Mes archives, j'avais tout planqué. J'avais mis ça chez des potes et à chaque fois, c'était des gens qui avaient rien à voir avec le graffiti. Des mecs qui savaient même pas ce qu'il y avait dans les cartons que je laissais chez eux, tu vois. Donc quand ils sont venus chez moi, il n'y avait rien, à part quelques VHS à la con de graffiti étrangers, tout ça, machin. Donc ouais, ou 1 ou 2 photos, mais rien de ouf, tout ça, quoi. C'était un matin, ils sont venus, ils ont pété ma porte.
Donc j'étais dans ma chambre et d'un seul coup, je vois les mecs arriver, ils m'ont braqué. 5 flics qui me braquaient, ils m'ont mis les menottes. Ils m'ont dit voilà, tu sais pourquoi on vient? Je suis bah ouais. Ils font une perquise, vraiment, une grosse perquise. C'est-à-dire les mecs qui commencent à bouger l'étagère. Et derrière l'étagère, il y avait une cassette qui était tombée. Je l'avais pas vue parce qu'il y avait un petit planche en bois, donc tu vois pas ce qui était tombé derrière. Et ben franchement, c'était la pire des cassettes qu'ils pouvaient trouver. Aucun train qui est passé. Mais là... On pouvait voir comment on prenait les bombes, on pouvait voir comment on dépouillait, on raquettait. On voyait nos actions. Bon bah Robin, il la donne aux policiers. Donc là, on se retrouve en procédure criminelle et c'est de là qu'on a été remonté et qu'on a fini, en prison. Pendant des années, je vais m'en vouloir de ça, tu vois. C'est-à-dire, merde, putain, pourquoi j'ai pas vu cette cassette qui était tombée derrière, quoi. Ça aurait été n'importe laquelle, une autre, ça, mais putain, pas celle-là, quoi, tu vois. Depuis ce jour-là, on s'est jamais parlé. Et c'est dommage, d'ailleurs. Pourquoi? Bah, parce qu'on aurait pu régler ce putain de différend. Et j'aurais aimé avoir aussi une explication. Il n'y a que lui qui peut me la donner. Les flics en viennent jusqu'à dire que c'est moi qui ai filmé ce qu'il y a sur cette cassette, puisqu'ils l'ont retrouvé chez moi, et que le jour où ils ont filmé, le jour où il y a un mec qui se fait dépouiller, voilà, ils me disent, voilà, ce jour-là, le mec s'est fait défenestrer, donc t'es complice de tentative d'homicide. Je fais, quoi? Enfin, tu vois, c'est d'un coup, là, je me dis, mais dans quel bail je suis, tu vois? Mais est-ce que c'est vrai? Parce que c'est pas ce que les policiers m'ont dit. Moi, les policiers m'ont dit qu'il leur a donné en main propre. Donc c'est con de planquer toutes les cassettes et il n'y en a qu'une, justement la plus virulente, la plus dangereuse. Bizarre. Je me pose cette question-là. Moi, ce que Robin m'a expliqué, c'est que la police a dit que c'était lui qui avait filmé ce qu'il y avait sur la cassette et qu'il est donc complice de tentative d'homicide. Voilà. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit. Voilà. Complicité de meurtre. Bah voilà. Tu vois, il m'aurait dit ça, je leur ai dit, bah écoute, c'est pas de ta faute. Tout simplement, et tu fais pas partie de ce monde-là. Donc, c'est normal que tu te chies dessus. Tu m'aurais dit ça simplement. On m'a menacé. Voilà. Je t'aurais dit, écoute, pas grave. Nous, on est habitués à faire ça tranquille. Mais pour lui, c'est pas un gars c'est pas un gars qui fait des allers-retours en prison. C'est pas un gars qui a l'habitude de... Voilà, d'aller au commissariat. Lorsque un juge a décidé de lancer une commission rogatoire et de faire un énorme procès, là, on savait que les choses avaient changé, qu'ils avaient mis de vrais moyens. Le procès de Versailles, c'est le procès de graffiti, je pense, le plus long de l'histoire. Il va durer 13 ans au total. Pendant toutes ces années-là, t'as une épée de Damoclès de ouf sur ta tête. 13 années de procédure, ça change une vie. J'étais sous contrôle judiciaire. J'avais obligation de me présenter au commissariat une fois par semaine, tous les mardis, pour signer un registre. En fait, ça, c'est un truc que j'ai apprécié parce que, par rapport à ma vie en marge, le fait d'aller au commissariat, j'observais le fait qu'ils étaient complètement largués, qu'ils ne s'intéressaient pas à moi, en fait, quoi. Enfin, le simple fait de voir des bleus dans leur quotidien et d'aller signer, en fait, c'est rassurant presque, quoi. J'avais interdiction de m'approcher d'une gare. C'était chiant, c'était une contrainte de ouf. Bien sûr, on respectait pas tout, tu vois. Ne pas prendre le métro et le train, c'est compliqué, hein, tu vois. Moi, j'ai pas le permis, donc aller à Versailles, bah ouais, j'allais en RER. Je pense qu'ils sont assez mal organisés. Moi, ils me reprochent que 10 000 € de dégâts. Et la surprise, arrivé devant le tribunal, c'est plus du tout les mêmes montants. On avait par tête des montants qui atteignaient pour certaines personnes 600 000 €.
Moi, je crois que je devais être autour de 300 000, etc. Donc c'était quand même plus du tout les mêmes choses. En fait, j'avais jamais travaillé de ma vie à ce moment-là, quasiment. J'avais fait 2-3 petits jobs par-ci par-là, mais je me projetais pas dans une histoire de vie où tu travailles et tu vas travailler pour payer un crédit. Je me projetais pas du tout dans cette vie-là. Donc, qu'on me mette 10 000 ou 50 000 euros ou 100 000 euros d'amende, en fait, moi, ça me concerne pas, quoi. En fait, c'est un autre monde, c'est votre vie à vous, ça. Vous pensez que je vous dois 100 000 euros, mais moi, je m'en fous, en fait, quoi. J'en ai tombé à une époque où ils ont voulu mettre un coup d'arrêt à ça. Ça a été un échec total. Après 13 ans de procédure, ça aboutit en tout et pour tout à une simple amende contractuelle de 2 300 euros. Et au final, que j'ai jamais payé. Il y a quoi sur ton t-shirt? Never talk. Never talk. Voilà. Il y a un message? Ouais, il y a un message, un gros message fort. Ça veut dire ne jamais parler. Ça veut dire si on se fait attraper, on balance pas les copains. J'ai rencontré Iwan et il m'a demandé de te donner quelque chose qui, je crois, te sera à toi. Ah, ok. C'est quoi? Ah, c'est l'étouffe. Ah, super. Ok. Écoute, c'est sympa. Ça vient de qui, ça vient d'où? C'est un appareil photo, je pense que tu t'avais volé, que tu t'avais dérobé. Ah non, moi j'ai jamais eu d'appareil photo dérobé, je crois pas, non. Ouais, ça ne rajeunit pas. On est devenu vieux maintenant. Ah, ça y est, et voilà la fin. Ah, voilà. Comment ça va? Bien et toi? Ça roule? Ouais, tranquille. Ouais, ils sont encore à la cave alors du coup? Ouais. Cool. Bah merci hein. J'espère que ça n'a pas pris la feu. Arrête. Je sais que ça doit faire quasiment 10 piges là, que j'ai pas revu les trucs quoi. Bah Faudrait que je te montre à l'occasion d'ailleurs ce qu'il y a dedans. ça a l'air tellement secret ton truc là. C'est là, chambé. C'est là. Mortel. Comme tu l'as laissé, comme tu le retrouves. Chambé. Oh putain, mon sac de gitan quoi. Ah. Oh, il y a tout là, c'est mortel. Ça c'est quoi? Une vieille cassette. Bah ça c'est bah ça c'est Roma 4, c'est quand on était parti à Rome là à filmer. Il y a quand même une partie qu'ils ont réussi à choper, mais pas tout. Faut pas que ça disparaisse quoi. Ouais, faut que les gens voient ça quoi.